Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie d'aborder avec vous les statuts juridiques. Alors, je vais vulgariser au maximum et je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que comme vous le savez en France, il y a beaucoup d'exceptions, d'alinéas, de petits textes écrits par rapport aux lois en vigueur. Donc le choix d'un statut juridique est à contextualiser au cas par cas et aussi je ne suis pas experte comptable tout simplement. Donc je vous conseille d'en consulter un ou une d'expert comptable pour avoir un avis éclairé et expert sur votre situation et pour pouvoir vous conseiller au mieux. Alors, je voulais vous faire dans le même épisode la domiciliation à l'étranger parce que suite à une boîte à questions en story sur Instagram, j'ai eu quelques questions sur le sujet, notamment pour le Royaume-Uni et pour l'Asie, mais ça aurait fait un épisode beaucoup trop long et comme vous le savez, j'aime bien que ça reste assez court et quand même raisonnable en termes de durée. Donc ce sera pour un prochain épisode dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, je vous retrouve dans un épisode qui va se concentrer spécifiquement sur le statut d'entreprise individuelle et notamment le régime de micro-entreprise. Ce qui me fait une belle transition pour démarrer avec cette précision. Micro-entrepreneur n'est pas un statut juridique. C'est un régime social et fiscal qui fait partie du statut juridique de l'entreprise individuelle qu'on va abréger EI. Si vous éditez des factures, le statut étant une mention obligatoire sur ces documents, vous l'avez sûrement déjà vu à côté du nom commercial de votre entreprise. Dans l'entête de vos documents, type devis ou facture, vous avez à côté EI. Donc, une micro-entreprise est une entreprise individuelle, mais une entreprise individuelle n'est pas forcément une micro-entreprise. J'espère que c'est clair. Ceci étant dit, plongeons dans les statuts juridiques. Il me semble important de redéfinir ce qu'est un statut juridique. Vous savez, moi j'aime bien décomplexifier tout ce qui est possible et j'adore sans cesse comprendre le comment du pourquoi. Donc on va tenter de mettre de la clarté et de la simplicité derrière certains mots du jargon juridique. Vous avez envie de vous lancer à votre compte. C'est à la mode maintenant, je dis pas du tout ça de manière péjorative, c'est un fait. On semble entrer dans une ère où de plus en plus de personnes s'émancipent du système qui fonctionnait jusqu'ici, donc plutôt salarial. Et vous allez donc avoir besoin de déposer un nom d'entreprise et d'avoir une structure qui vous permette d'encaisser des revenus, d'éditer des factures, etc. Vous allez donc créer votre entreprise ou votre société commerciale. Et cette entité, c'est avant tout un ou des statuts juridiques, c'est-à-dire un ensemble de règles et d'obligations qui vont encadrer la création, le fonctionnement et la responsabilité soit d'une société, soit d'un individu exerçant une activité professionnelle. On va y revenir plus tard, cette distinction entre personnes physiques et personnes morales. Le statut, il va venir définir comment l'activité elle va être organisée, quelles vont être les responsabilités de l'entrepreneur ou des associés, le régime fiscal et social qui va s'appliquer. En gros, c'est le cadre légal de votre activité. Le régime fiscal, c'est tout ce qui va être lié à l'imposition de vos revenus, de vos bénéfices. Et le régime social, c'est la couverture sociale, tout ce qui va être lié à la santé, à la retraite, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucun épisode, à partager Break à un proche pour qui ce serait utile ou à tout simplement prendre quelques secondes pour le noter sur Apple Podcast. Ça me donne de la force et de la visibilité et vraiment, je vous en remercie infiniment. Très bien, commençons par le statut qui va intéresser la plupart des auditeurs ici et de tous ceux qui ont le désir de se lancer en indépendant, c'est l'entreprise individuelle, l'EI. C'est le statut le plus couramment choisi et particulièrement son régime de micro-entreprise, autrefois appelé auto-entreprise, parce que c'est un choix qui est simple, qui est facilement accessible. Il n'y a pas besoin de capital pour créer son entreprise. Vous pouvez enregistrer votre EI en quelques clics et l'immatriculation est gratuite. La comptabilité est très simplifiée. Un livre de vos recettes et de vos dépenses va suffire. Et en micro-entreprise, si vous faites 0 € de revenus, vous payez 0 € de cotisation. Il y a aussi dans l'EI le régime dit classique. Ici, l'imposition et les cotisations sociales vont être calculées sur la base du résultat réel. Je m'explique. Vous allez déclarer vos recettes, donc les revenus générés par votre activité, et vos dépenses professionnelles, donc toutes les charges qui vont être nécessaires au fonctionnement de votre activité, comme des fournitures, du matériel, la location d'un local, des salaires à verser, etc. Ce qui va calculer votre bénéfice net ou votre résultat
c'est-à-dire votre résultat réel, c'est-à-dire la différence entre vos recettes et vos dépenses. C'est sur ce bénéfice net que vous allez être imposé. Par exemple, si votre entreprise, elle génère 10 000 € de recettes, vous avez 2 000 € de dépenses professionnelles, le résultat réel va être de 8 000 €. C'est cette somme qui va être soumise à l'impôt sur le revenu. C'est un régime qui peut être plus avantageux si vous avez des dépenses professionnelles, notamment élevées, puisqu'elles vont être déductibles de votre CA. Et comme tout, c'est à calculer en fonction de votre activité, de vos besoins et de vos revenus. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment au cas par cas. La comptabilité en EI classique va être plus exigeante et importante qu'en micro. Ça va devoir être beaucoup plus rigoureux. J'y reviendrai plus en détail dans l'épisode de la semaine prochaine. L'immatriculation de l'entreprise va également être gratuite, sauf en cas d'activité commerciale ou agricole. L'entrepreneur individuel classique, il va pouvoir exercer toutes les activités, c'est-à-dire industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole, contrairement à la micro-entreprise où l'on va pouvoir exercer que certaines activités. Avant, il y avait un troisième régime qui était l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, mais ce régime a été supprimé en 2022. Aujourd'hui, lorsque vous choisissez le statut d'EI, votre patrimoine personnel est automatiquement protégé. Parce qu'il faut savoir qu'en EI, il n'y a pas de distinction entre l'entreprise et l'entrepreneur en matière de patrimoine, ce qui veut dire qu'en cas de dette professionnelle, vos biens peuvent être utilisés pour les rembourser. Mais depuis le 15 mai 2022, où il y a eu une réforme, on distingue à présent deux patrimoines. Votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel, donc tous les biens qui vont être utiles à votre activité pro. Cette séparation, elle est automatique maintenant et votre résidence principale est aussi automatiquement protégée par la loi. On ne peut pas vous la saisir. En tout cas, la partie habitable, parce que si vous utilisez une pièce pour votre activité professionnelle, cette partie sera incluse dans le patrimoine professionnel et pourra donc être saisie en cas de liquidation judiciaire. À savoir que si vous vendez votre résidence principale, la somme obtenue va rester insaisissable si cette somme est utilisée pour le rachat d'une résidence principale et ce, dans la même année de la vente. Voilà, c'est intéressant à savoir si vous êtes propriétaire. L'entrepreneur en EI a aussi la possibilité de remplir une déclaration d'insaisissabilité pour protéger d'autres biens comme un terrain, une résidence secondaire, etc., afin de renforcer davantage la protection et la séparation entre le patrimoine pro et le patrimoine perso. Comme le statut juridique de l'EI est rattaché à votre personne, contrairement à une société qu'on va voir plus tard, il n'est pas possible d'avoir plusieurs entreprises individuelles. Donc, un individu égale une entreprise individuelle. En micro-entreprise, les charges sociales, les cotisations que vous payez à notre cher ami l'URSSAF sont calculées sur votre chiffre d'affaires. C'est pour ça que si 0 € de CA, 0 € de cotisation. Le chiffre d'affaires, il est plafonné à un certain montant. On en parlera plus en détail aussi la semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en EI dite classique, ce calcul va se faire sur votre bénéfice net. En bref, l'EI a deux régimes, régime classique et régime micro-entreprise. Votre patrimoine professionnel n'est pas séparé de votre personne. C'est un moyen simple et rapide de se lancer à son compte et qui ne nécessite pas de capital de départ. Partons désormais sur les sociétés commerciales. Petite parenthèse déjà. Sachez qu'il n'y a pas de texte légal qui oblige une entreprise ou une société à recourir au service d'un expert comptable. Mais la complexification et la rigueur de la tenue de la comptabilité dans certains cas et des documents à fournir et à avoir en votre possession fait que vous allez gagner grandement en temps et en argent à avoir un expert comptable qui va gérer ça pour vous. Je tenais à le préciser parce que j'en entends beaucoup dire qu'une fois qu'on passe en société, c'est obligatoire d'avoir un expert comptable. Légalement, non. Voilà, fin de la parenthèse. Pour créer votre activité indépendante, vous avez donc le choix entre une entreprise individuelle qu'on vient d'explorer ou une société commerciale. Si vous êtes à un moment de votre entrepreneuriat où vous vous posez la question d'évoluer vers une société, que vous vous lanciez et que vous hésitiez sur le statut à adopter ou que vous n'avez tout simplement plus le choix car vous avez dépassé les plafonds, cette partie va vous intéresser.
Je rappelle quand même que si vous dépassez les plafonds de la micro-entreprise, vous devez obligatoirement évoluer vers un autre statut juridique. Et ces plafonnements de la micro peuvent devenir aussi un plafond de verre dans votre propre évolution parce que on a peur du changement. On a la phobie de l'administratif, faut le dire aussi en France, qui est très lourd. Et puis, on a peur aussi des nouvelles obligations auxquelles on va devoir faire face. Donc, on peut s'auto-ralentir dans notre propre évolution professionnelle parce que on a peur du changement. Mais ça, c'est un autre sujet, donc je ne développerai pas ici. À savoir quand même qu'il existe une tolérance en micro-entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez dépasser les seuils pendant une année civile sans perdre le bénéfice du régime l'année suivante. Dit plus simplement, le dépassement ne doit pas durer plus de 2 années consécutives. Je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent et qui stressent dès que leur activité enregistre une hausse exceptionnelle qui peut être temporaire, ça c'est l'avenir qui vous le dira, et qui pensent déjà direct à l'épine dans le pied que ça va représenter de devoir changer de statut. Détendez-vous, voilà. C'est pas tant que c'est pas sur 2 années consécutives, vous pouvez respirer. Aussi, à un moment donné, et c'est peut-être encore le cas maintenant, je ne sais pas, mais dans le monde entrepreneurial, c'était bien vu de passer en société. Beaucoup s'en vantaient sur les réseaux, je me souviens. On associait ça au fait d'avoir réussi, je mets des guillemets, d'être un vrai entrepreneur, je mets des guillemets. Mais j'en ai vu beaucoup revenir à l'EI après être passé en société. Donc, en termes de choix de statut juridique, c'est mieux de laisser son ego de côté et de se concentrer sur les faits neutres. Vous n'êtes pas plus légitime parce que vous passez en société. Voilà, fallait le dire, vous commencez à me connaître. Fallait que je vous place ça quelque part. Il y a aussi certaines personnes qui passent en société pour pouvoir déduire le montant de leurs frais professionnels. Il faut vraiment bien calculer tout ça en amont parce que peut-être que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Le choix de la société, c'est à réfléchir, surtout si vous planifiez de faire évoluer rapidement votre entreprise, que vous avez besoin de financement ou que vous souhaitiez vous associer, notamment. Alors, une société commerciale, elle dispose de la personnalité morale, ce qui veut simplement dire que vous, personne physique, êtes distinct de votre société qui a une existence à part. Il y a une séparation du patrimoine entre le vôtre et celui de la société. La société, elle peut avoir une forme unipersonnelle, c'est-à-dire un seul propriétaire, comme la SASU ou l'EURL qu'on va présenter plus tard, ou elle peut être pluripersonnelle et donc avoir plusieurs associés. Commençons par l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Le montant du capital, il va être libre, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer avec 1 seul euro symbolique. Pour la SASU, le montant des cotisations est énorme. Il faut savoir que c'est à environ 75% de la rémunération nette du président de la société, donc vous. Ce qui va changer par rapport à l'EURL, c'est le statut social. Parce que en SASU, vous êtes inscrit au régime général, c'est-à-dire que vous êtes assimilé salarié. Donc ce sont à peu près les mêmes droits comme l'arrêt maladie par exemple. Donc il va falloir faire des fiches de paie. Vous n'allez pas cotiser au chômage, vous n'allez pas avoir de congés payés, mais vous devez quand même avoir une fiche de paie si vous vous dégagez un salaire. Et ce n'est pas obligatoire de vous dégager un salaire. Et donc sur le salaire net, on va prendre, comme je l'ai dit avant, environ 75% de cotisation sociale. C'est pharaonique. Donc, si je veux me verser 1 000 € de salaire net, ma SASU va cotiser 750 € de cotisation sociale en plus, donc 1 750 €. Donc, c'est coûteux de se verser du salaire avec une SASU, mais la protection sociale est très élevée. Si vous tombez malade, vous allez être très bien couvert. Donc, comme c'est cher de se rémunérer, en général, ce que vont faire les entrepreneurs, c'est de se verser un petit salaire et de se rémunérer pour le reste en dividendes. Un dividende, c'est une part des bénéfices qui va être attribuée à chaque actionnaire, c'est-à-dire chaque personne ayant investi du capital dans la société. Ça se verse en fin d'année après un bilan comptable sur le bénéfice qui vous reste, une fois qu'on a déduit l'impôt sur la société et avec le bénéfice final, on va prendre les dividendes. Ce dividende, on va le verser de notre compte professionnel à notre compte personnel et ce n'est pas fini, on doit payer une taxe, la flat tax qui équivaut à 30% de prélèvements sociaux et d'impôts sur le revenu.
Et si les entrepreneurs ne prennent pas tout en dividende et se versent quand même un salaire, même petit, c'est pour éviter une autre taxe. Bah oui, vive la France, comme je disais, qui est la taxe PUMA, Protection Universelle Maladie. Je rentre pas dans le détail, je vous laisse faire vos propres recherches, sinon ça va être trop long cet épisode. Donc vous l'aurez compris, la SASU, c'est intéressant si vous avez des revenus quand même assez ambitieux et conséquents, et aussi si vous avez des problèmes de santé ou potentiellement ça peut être vraiment très intéressant parce qu'il y a une très bonne couverture. Petit aparté, depuis que je suis indépendante, j'utilise un compte bancaire pro de chez Conto, dont je suis extrêmement satisfaite. Et sachez que j'ai un lien de parrainage et que pour toute ouverture de votre compte professionnel, vous recevez 80 €. Donc, je vous mets le lien dans la description de l'épisode si toutefois vous voulez séparer vos comptes et avoir un compte professionnel à part pour votre entreprise. Revenons à nos moutons. Passons à l'EURL maintenant. C'est comme une SARL, mais à associé unique. Là où en SARL, vous êtes au moins 2 associés, en EURL, vous êtes tout seul. Ici, niveau régime social, on n'est pas assimilé à un salarié contrairement à la SASU. On est bien dans un régime social des indépendants, donc la SSI, la sécurité sociale des indépendants. Il n'y a pas de fiche de paie et ça coûte moins cher de se verser du salaire. On est à 45% de cotisation sociale. Par contre, la couverture sociale est moins bonne, contrairement à la SASU. On paie les cotisations à l'URSSAF tous les trimestres, qui est basé sur un forfait, puisque comme il n'y a pas de fiche de paie, l'URSSAF, ils vont pas savoir sur quel montant se baser. Donc, ce sont vraiment des prélèvements provisoires. Et il y aura une régularisation une fois que les impôts, quand vous faites votre déclaration une fois par an, auront les informations précises et justes sur les salaires que vous vous êtes versés et qui vont les transmettre à l'URSSAF. Donc là, il y aura une régulation soit à payer en plus, soit de l'argent à recevoir parce que vous avez donné trop. Donc attention à être vigilant là-dessus pour ne pas se faire surprendre. J'en connais qui ont eu des régularisations qui ont fait très mal. Clairement, dans ce statut, vous pouvez pas avancer à l'aveugle et même en général, évitez de naviguer à vue. Ayez les informations de votre côté. Vous savez que c'est 45% du salaire que vous vous versez. Donc, dès que vous versez du salaire, en fait, épargner direct, c'est 45%. À savoir qu'en EURL, on évite de prendre des dividendes parce que ceux-ci sont à nouveau soumis à 45% de charges sociales. Donc, on va plutôt privilégier le salaire. On ne peut pas cumuler une entreprise individuelle et une EURL, même si les deux activités sont différentes, contrairement à la SASU. L'EURL, c'est vraiment un statut à privilégier quand vous avez besoin d'un salaire. À rappeler que vous n'aurez pas de fiche de paie, donc ça peut être contraignant si vous avez besoin de faire un emprunt, par exemple à la banque, puisque vous aurez probablement besoin de 3 bilans pour justifier vos revenus, contrairement à la SASU où vous avez des fiches de paie, si vous vous dégagez des salaires. Si vous touchez du chômage pendant 2 ans, admettons, vous pouvez créer une EURL. Et si vous décidez de ne pas vous verser de salaire parce que vous avez justement votre aide au chômage, sachez que vous devrez quand même verser un forfait minimum chaque année qui s'élève autour de 1 500 €. Et enfin, parlons brièvement de la SARL, la société à responsabilité limitée, et de la SAS, la société par action simplifiée. Le capital minimum ici est d'1 € symbolique, comme avec la SASU et le URL. Le nombre d'associés est illimité en SAS et plafonné à 100 associés en SARL. La SAS, elle est assimilée salarié, comme avec la SASU, et la SARL, travailleurs non salariés, comme avec le URL. Dans ces deux types de sociétés, la responsabilité, elle est limitée au montant des apports. C'est-à-dire qu'en cas de dette sociale, les associés ne seront tenus aux dettes qu'à hauteur de leur apport respectif dans la société. Quand on crée une société, on a toute une partie sur la rédaction des statuts. Quand on a plusieurs associés, notamment pour définir les relations entre les associés. Et en fait, la rédaction des statuts, elle va intervenir entre la fixation du montant du capital social et le dépôt de ce capital social. C'est à ce moment-là que la société, elle est véritablement constituée. En entreprise individuelle, il n'y a pas de statut à rédiger. Ici, il va être fortement conseillé de faire appel à un professionnel du droit pour ça, pour être sûr que tout soit dans les clous. En SAS, il y a beaucoup plus de flexibilité dans la rédaction des statuts qu'en SARL, qui est beaucoup plus encadré d'un point de vue légal.
L'entrée de nouveaux associés va être réglementée en SARL et beaucoup plus simplifiée en SAS. Je rentre pas encore une fois dans les détails, notamment pour ces deux types de sociétés, parce que c'est pas forcément pertinent pour mon public cible. Je vous mettrai des liens vers des vidéos dans la description du podcast pour ceux qui veulent en savoir plus. En tout cas, SASU et SAS, ça se ressemble. Si vous êtes seul, vous allez en SASU, si associé en SAS. Idem pour EURL et SARL. Si vous êtes plusieurs, vous allez en SARL et si vous êtes seul, vous allez en EURL. Vous l'aurez compris, je l'espère, avec cet épisode, le choix d'un statut juridique, ça se fait au cas par cas. Il n'y a pas de statut juridique idéal. Dans tous les statuts, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut vraiment bien prendre en compte votre situation. Vous pouvez vraiment gagner du temps et de l'argent en faisant appel à un expert comptable ou un professionnel avant de vous lancer. Même si vous avez l'impression que ça vous coûte de l'argent sur le moment, ça va sûrement vous en faire gagner par la suite. Moi, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait appel à un expert comptable, même si pour l'instant, je pense que je me suis pas trompée de statut. Si cet épisode vous a plu, comme je vous l'ai dit auparavant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode focus spécifiquement sur le régime de micro-entreprise. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente semaine.